La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce vendredi, la situation sécuritaire au Togo au premier semestre de l'année, criminalité, sécurité sur nos routes et autres crimes enregistrés dans le pays. Le tableau a été présenté cet après-midi. Exercice au ministère de la Sécurité et de la Protection civile à suivre tout à l'heure. Les présidentielles en Afrique d'abord au Zimbabwe, nouvelle journée très mouvementée à Harare ce vendredi. En RDC, le retour manqué de Moïse Katumbi et puis au Mali avec le face-à-face au second tour de Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Keïta, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, le premier sortant en marche vers sa réélection, le second contestataire appelle à l'union de l'opposition pour une éventuelle victoire au second tour. Et puis nous irons ce soir au cinéma, c'est vendredi, le week-end déjà, je vous amène donc à Sévagan avec Dimitri. Le film Dimitri à Sévagan retrace le destin dramatique du jeune garçon, film à grand écran samedi dernier à Lobé, à Edaoba. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. On commence d'abord par le Conseil des ministres réunis ce vendredi, travaux à la présidence de la République. Alors de quoi le gouvernement a-t-il parlé aujourd'hui? Eh bien on voit cela dans le compte rendu que nous présente le ministre Guy Madjer-Lorenzo en charge de la communication. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 3 août 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 3 août 2018 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimina Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a adopté 5 projets de loi et 3 décrets, écouté 2 communications et procédé à une nomination. Avant le début du Conseil, M. le Premier ministre a pris la parole au nom du gouvernement pour adresser les très sincères et respectueuses félicitations à son Excellence M. le Président de la République pour son leadership à la tête de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest entre juin 2017 et juillet 2018. Il a souligné lors de son intervention qu'il est incontestablement admis et salué par les différents acteurs de notre espace communautaire CEDEAO, de même que par des observateurs avisés de la communauté internationale, que sous sa présidence, la CEDEAO a enregistré des avancées significatives. C'est notamment le cas dans le domaine de la libre circulation des personnes et des biens, ce qui est synonyme de plus d'intégration au niveau des peuples de l'espace CEDEAO, mais aussi gage de développement des pays membres. Il a également mis l'accent sur la gestion par le chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, des crises majeures survenues dans certains pays de l'espace, lesquels pays ont aujourd'hui retrouvé la paix et la stabilité. Par ailleurs, le chef du gouvernement a souligné le rôle primordial joué par le président de la République dans la mutualisation des efforts des pays membres en vue de lutter efficacement contre la menace à la paix et à la sécurité, menace liée à la prolifération des groupes terroristes. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour exprimer l'admiration totale du gouvernement au chef de l'État pour l'organisation simultanée des 3 sommets CEDEAO-CEAC, UEMOA, CEDEAO, qui viennent de se tenir du 30 au 31 juillet 2018 dans notre pays. Le succès éclatant de ces 3 importantes rencontres est la preuve du leadership personnel du président de la République. L'histoire retiendra que c'est sous la présidence de son Excellence Faure Esozimina Gnassingbé que les 2 organisations communautaires, la CEDEAO et la CEAC, représentant près de 50% des pays membres de l'Union africaine, ont pu tenir leur premier sommet conjoint, preuve que le Togo marque des points tangibles pour l'intégration effective des peuples, un vœu cher au père fondateur de l'Union africaine. Pour finir, le chef du gouvernement a prié Dieu de continuer à donner au chef de l'État la santé, le courage et la sagesse nécessaires afin qu'il puisse mener notre pays vers son émergence, et ce, dans l'intérêt de nos populations. Prenant la parole, le président de la République s'est réjoui de la mobilisation du gouvernement et des populations togolaises, notamment celle de Lomé et ses environs, pour la réussite des 3 sommets importants qui ont été marqués par un franc succès, tant au niveau de la participation que dans leur déroulement et dans les conclusions et décisions qui en sont issues.
Cette réussite est une reconnaissance réaffirmée pour notre pays tout entier, son image et sa réputation. Se référant aux décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO relative à la situation sociopolitique dans notre pays, le président de la République a réitéré sa ferme détermination à poursuivre ses efforts pour une issue définitive et durable à la situation qui a prévalu, en continuant de rassembler la classe politique et la société togolaise autour des défis et des objectifs communs de paix, de sécurité, de stabilité et de progrès économique et social. Pour ce faire, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de tirer tous les enseignements politiques par rapport à la situation que notre pays vient de traverser et a invité les membres du gouvernement à être davantage attentifs, individuellement et collectivement, aux aspirations profondes de nos concitoyens, dans un esprit de loyauté et de fidélité aux missions qui leur sont confiées. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil autorise la ratification de l'accord de transport aérien entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 7 avril 2015 à Lomé. Cet accord de transport aérien entre les deux États fait partie de la catégorie de nouvelle génération d'accords dits ciel ouvert qui élargissent considérablement les possibilités de desserte. Sa ratification confortera notre pays comme un hub aérien de premier plan. Elle permettra également d'instituer un cadre juridique stable pour les relations aériennes entre le Togo et les États-Unis d'Amérique. Le second projet de loi, adopté par le Conseil, autorise la ratification de l'accord de transport aérien entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite relatif au service aérien signé à Jeddah en Arabie Saoudite le 24 février 2016. L'accord de transport aérien entre les deux pays a pour objectif de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les compagnies aériennes sur le marché avec une interférence minimale de l'État. Sa ratification permettra d'intégrer les dispositions de cet accord dans l'arsenal juridique national relatif au transport aérien. Elle créera également un cadre de concertation permanente entre les deux parties dans le domaine des transports aériens. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil autorise la ratification de l'accord de service aérien entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement du Burkina Faso, signé le 9 juin 2016 à Lomé. Cet accord, qui reprend dans ses principales articulations les dispositions contenues dans le modèle d'accord aérien défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, fixe les règles régissant le transport aérien commercial entre le Togo et le Burkina Faso. La ratification de cet accord procurera aux transporteurs aériens désignés par les parties une meilleure sécurité juridique et un cadre réglementaire plus conforme aux normes internationales dans ce domaine. Le quatrième projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion du Togo à la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC, adoptée le 16 septembre 2009 à Dakar au Sénégal. Le transport aérien est un outil économique déterminant et un vecteur d'intégration indispensable au développement des pays africains. Ainsi, pour tirer un meilleur profit des avantages qu'il procure et aboutir à une gestion efficiente des difficultés auxquelles il est confronté, les États africains ont décidé d'instituer, le 17 janvier 1969 à Addis Abeba, la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile. La CAFAC vise à renforcer la coopération entre l'Organisation de l'aviation civile internationale ainsi qu'avec toutes les organisations assurant la promotion et le développement de l'aviation civile en Afrique. L'apparition de nouvelles règles de l'aviation civile ont rendu nécessaire l'adoption, le 7 décembre 2009 à Dakar, de nouveaux statuts de la CAFAC. L'adhésion à cette constitution révisée permettra entre autres à notre pays de promouvoir le développement de cette compagnie aérienne et de rehausser la présence de celle-ci au niveau de l'industrie du transport aérien international. Le cinquième projet de loi, adopté par le Conseil, porte loi de règlement gestion 2016. La loi de règlement du budget de l'État est instituée par la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, notamment à son article 49 qui stipule que la loi de règlement arrête le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses, rend compte de la gestion de la trésorerie de l'État et l'application du tableau de financement de l'État à travers un tableau d'équilibre budgétaire et financier présentant les ressources et les charges de trésorerie, établi
Les comptes de résultats de l'année affectent la reprise des excédents ou des déficits à la prochaine loi de finances. C'est conformément à cette disposition que le projet de loi de règlement du budget de l'État gestion 2016 a été élaboré. Suite aux modifications apportées en cours d'année 2016 par la loi de finances rectificative numéro 2016-031 du 2 décembre 2016, le budget de l'État est équilibré en recettes et en dépenses à 1154,5 milliards de francs CFA, dont 1151 milliards pour le budget général et 3,5 milliards pour les ressources et les charges affectées aux comptes spéciaux du Trésor. L'exécution de la loi de finances 2016, compte non tenu des dépenses fiscales, s'était soldée par un déficit de 45,5 milliards de francs CFA. L'adoption de cette loi de règlement qui consacre la reddition des comptes pour la gestion 2016 traduit donc le respect par le gouvernement des règles de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil porte désignation de l'autorité compétente en matière de gel administratif. Le présent décret pris en application des dispositions de la loi uniforme numéro 2018-004 du 4 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l'UMOA. Ce décret permettra la mise en œuvre effective des sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre des organisations terroristes, des terroristes et de toutes les personnes et entités qui les soutiennent. Au terme de ce décret, le ministre chargé des Finances est habilité à ordonner le gel de tout ou partie des fonds et autres biens appartenant à des terroristes ou à des personnes et entités qui les soutiennent et établit la liste des personnes visées par les mesures de gel administratif. Le décret précise la procédure de gel administratif et institue une commission consultative sur le gel administratif qui donne des avis avant la prise des mesures de gel. Le second décret adopté par le Conseil porte création, attribution, composition et fonctionnement du Comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le présent décret pris en application de l'article 10 de la loi uniforme numéro 2018-004 du 4 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il crée un comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, CONAC, en remplacement du comité interministériel qui assurait le suivi des dites activités. Le CONAC est chargé de prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le Togo est exposé. Il tient à jour cette évaluation et coordonne la réponse nationale aux risques ainsi identifiés. Composé de représentants des différents départements ministériels et institutions des secteurs publics et privés impliqués dans la lutte contre ces deux fléaux, le CONAC est présidé par le ministre chargé des Finances. Le troisième décret adopté par le Conseil porte adoption du Plan national du développement PND 2018-2022. L'objectif poursuivi par le Plan national de développement 2018-2022 tire ses fondements du projet de société du chef de l'État, décliné dans la déclaration de politique générale du gouvernement, ainsi que des engagements souscrits par le Togo au niveau communautaire, continental et international, notamment la vision 2020 de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 de développement durable. Le PND est le fruit d'un processus participatif intense ayant impliqué les différentes parties prenantes de l'administration publique, des institutions de la République, du secteur privé, de la société civile, des régions ainsi que des partenaires techniques et financiers. Il s'articule autour de trois axes, à savoir mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. 2. Développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. 3. Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Les ressources requises pour la mise en œuvre du PND sur la période 2018-2022 sont estimées à 4 622,2 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement public sont évaluées à 1623,1 milliards de francs CFA, représentant 35% du coût global. Les investissements privés
couvre 2999,1 milliards de francs CFA, soit 65% du coût global du PND. La croissance économique résultant de cette mise en œuvre se situera à 6,6% en moyenne par an pour atteindre 7,6% en 2022. Le PND est désormais le document de référence qui doit guider l'action gouvernementale et la relation avec l'ensemble des partenaires du Togo. Monsieur le Premier ministre a informé le Conseil lors de la 3e présentation de son rapport volontaire lors du Conseil économique et social des Nations Unies à New York du 16 au 18 juillet 2018, le PND du Togo a été également présenté. Les participants à cette importante réunion internationale ont trouvé le PND du Togo ambitieux et très réaliste. Les 3 objectifs cibles du PND tels que décrits ci-dessus ont été bien précisés et intègrent les atouts et opportunités de notre pays. L'objectif, in fine, du PND étant de créer massivement des emplois et de la richesse axe 1 et 2, les bénéfices tirés devant permettre d'accroître les actions du gouvernement au profit des populations les plus vulnérables. Axe 3. Le PND appelle à l'action. À l'issue de l'adoption de ce décret, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a vivement instruit le gouvernement d'accentuer et d'intensifier le dialogue et la concertation avec toutes les composantes de la société togolaise, en particulier le secteur privé, les acteurs politiques, les organisations syndicales ainsi que les organisations de la société civile, en vue de favoriser une meilleure appropriation du PND et d'assurer la mobilisation et la contribution de tous à sa mise en œuvre ainsi qu'à l'atteinte des objectifs poursuivis. Au titre de communication, la première communication écoutée par le Conseil est relative aux travaux de la 107e session du Conseil des ministres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP et de la 43e session du Conseil des ministres ACP-UE. Les travaux de la 107e session du Conseil des ministres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de la 43e session du Conseil des ministres ACP-UE que Lomé, notre capitale, a abrité du 29 mai au 1er juin 2018, ont pour objectif principal de discuter de l'après-Cotonou 2020. Au titre de cette session, le mandat de négociation a été confié au Togo. Se basant sur le rapport du secrétaire général du groupe ACP à la 107e session du Conseil des ministres ACP, le Conseil des ministres a déploré le faible taux de paiement des contributions des États membres durant les 10 dernières années, a donné mandat au comité des ambassadeurs d'évaluer la pertinence des sanctions actuelles et au besoin de les renforcer sur la base de principes d'équité et de justice. Le Conseil des ministres du groupe ACP-UE s'est aussi prononcé sur le choix du pays devant accueillir la signature de l'accord ACP-UE post-Cotonou. 5 pays, les îles Samoa, les îles Fidji, le Bénin, le Kenya et le Togo, ont fait acte de candidature à cet effet. Le Conseil des ministres a donné mandat au comité des ambassadeurs de soumettre à sa 108e session les critères de sélection ainsi qu'un processus décisionnel. Il a par ailleurs adopté une déclaration conjointe sur le changement climatique et a convenu que les 2 partenaires maintiennent leur coopération pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il a également adopté une décision sur la révision de l'annexe IC de l'accord de Cotonou qui autorise un transfert de fonds des réserves du Fonds européen de développement FED vers l'enveloppe intra-ACP afin de financer les projets Spotlight, lutte contre les violences faites aux femmes et l'initiative éducation pour tous. Le Conseil des ministres du groupe ACP et le Conseil des ministres ACP-UE ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République, à son gouvernement et au peuple togolais pour l'hospitalité et les nombreuses facilités qui leur ont été offertes lors de leur séjour à Lomé. La seconde communication écoutée par le Conseil est relative au document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2019-2021, institué par la loi organique portant loi de finances du 27 juin 2014, notamment en son article 52, permet d'assurer une meilleure gouvernance des finances publiques et une prévisibilité des recettes et des dépenses budgétaires à moyen terme. Au terme de la loi susvisée, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel doit désormais être adopté en Conseil des ministres avant d'être soumis à un débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale au plus tard fin juin de chaque année. Article 57. La soumission du document au Conseil des ministres
en ce moment se justifie par la nécessité de tenir compte des orientations du PND et de l'aligner sur la politique économique du gouvernement couvrant la période. Ce document a une vocation de cadrage macro-budgétaire global. Il constitue, de ce fait, le document de base préalable à la procédure budgétaire annuelle, sur la base duquel sont construites les hypothèses d'enveloppe sectorielle allouées au ministère. Il couvre une période glissante minimale de 3 ans. Le présent document est en lien avec le PND 2018-2022. Au titre de la nomination, le Conseil des ministres a procédé, au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, à la nomination du préfet de Loti Sud. Fait nommer le 3 août 2018, le Conseil des ministres. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'était donc là le compte rendu du Conseil des ministres de ce 3 août 2018. Vous l'avez entendu donc tout à l'heure. Ainsi, par décret portant nomination du préfet de la préfecture de Loti Sud, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Lemou Pilakani, titulaire de Master Option Aménagement du territoire et Gestion des collectivités locales, est nommé préfet de la préfecture de Loti Sud. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le Conseil des ministres en a parlé également tout à l'heure. Le PND, le Programme national de développement, on va s'y attarder un peu donc ce soir dans la dynamique justement de relancer les activités économiques et de booster la croissance. Eh bien, le gouvernement table sur une nouvelle approche, le Programme national de développement, le PND. Les grands axes de ce programme et l'implication du secteur privé, c'est dans ce document de Augustin Kossi. La trajectoire vers la transformation structurelle de l'économie togolaise à l'horizon 2022 est déjà tracée. Le Programme national de développement 2018-2022 se veut une vision à moyen terme qui crée une synergie d'action entre les différents acteurs impliqués, notamment le secteur privé. Un cadre d'intervention et d'orientation des politiques du gouvernement qui entend poursuivre la mobilisation des fonds et des ressources financières. L'ambition est claire. Développer des pôles de transformation agricole et agro-pastorale, manufacturiers et d'industrie extractive, et aussi réduire les déficits en fourniture de services énergétiques et promouvoir l'inclusion financière autour de 3 axes. Ceci entre dans ce que je peux appeler une démarche stratégique de relance de notre économie, dans le sens que les axes de stratégie qui ont été définis visent à booster la croissance économique à travers, bien sûr, la culture de l'excellence sur les 3 axes qui ont été donc définis. Notamment, il s'agit de faire du Togo un hub au plan logistique d'excellence et de créer un centre d'affaires au niveau donc du Togo pour toute la sous-région. Le deuxième axe stratégique est consacré à toute la transformation agricole et de l'industrie manufacturière également et de l'industrie extractive. Autrement dit, nous aurons à revoir dans une économie libérale comme la nôtre, à revoir nos pratiques à ces niveaux, et plusieurs projets sont déjà dans le pipe, comme on peut le dire, notamment le projet des agropoles, le MIFA. Tout ceci vise également non seulement à faire développer l'économie togolaise, mais à une inclusion sociale. Ceci passe aussi par l'assainissement du cadre macroéconomique et du climat des affaires. Il est également question de développer une chaîne logistique et de transport autour du port autonome de Lomé en l'intégrant à un réseau de transport rénové. Les acquis de la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi SCAP vont être revus pour plus de performance. Une sorte de transformation structurelle que nous devons poser comme base. Nous avons des atouts au niveau du port autonome de Lomé, au niveau de l'aéroport, avec la compagnie aérienne Askai. Alors c'est tous ces éléments-là qui
peuvent être des pôles de création de richesses et sur lesquels nous pouvons capitaliser nos efforts. Nous avons donc justement besoin de faire une mise en œuvre efficiente donc de ce plan-là. Et donc, chaque axe stratégique doit être doté de plans d'action pour dire que je pars du point A aujourd'hui en 2018 pour aller au point B en 2022. Quel est le chemin que je dois emprunter et quels sont les écueils sur ce terrain-là? Comment je fais pour arriver à réduire ou à juguler ces points d'obstacle ou d'écueil? À partir de ce moment-là, nous allons également, à travers ces plans d'action, définir ce que j'appelle une matrice de réalisation à partir donc de ces plans d'action pour savoir qui fait quoi, quand, où et comment. Et c'est ça qui déterminera les responsabilités et les évaluations que nous serons amenés à faire. Déjà, les grandes institutions financières comme la BAD et la BOAD se positionnent pour accompagner le Togo dans la mise en œuvre de ce mécanisme innovant. On parle du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA sur la base du partage des risques, ce qui devra booster l'agriculture togolaise, secteur de création d'emplois par excellence. Et le Conseil des ministres en a parlé également. C'est un autre sujet évoqué. L'Afrique, vous le savez, s'engage à favoriser la coopération entre les compagnies aériennes. Un engagement qui a été donc traduit par la mise en place du marché unique du transport aérien, le MUTA, et dont le chef de l'État, vous le savez aussi, est désigné champion dans son exécution. L'intérêt ce soir de ce marché unique du transport aérien, c'est avec Lucassi. Les pays africains s'engagent à promouvoir un marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA. Un marché unique qui ouvre plusieurs perspectives de développement, d'opportunités économiques et d'intégration aux pays membres, aux compagnies aériennes et aux populations. Une fois opérationnel, le MUTA favorisera la libéralisation complète et la liaison aérienne entre les pays du continent et la protection des consommateurs par des règles de sécurité qui seront uniformes au niveau de toutes les compagnies aériennes. L'objectif était de mieux favoriser la coopération entre les compagnies aériennes et aussi de supprimer les restrictions qui existent dans l'octroi des droits de trafic entre les différents États. Et comme vous le savez, les compagnies aériennes opèrent suivant ces droits de trafic et l'accès au marché est important pour la population. Le transport aérien en Afrique va augmenter très fortement dans les années à venir. Tous les 15 ans, le trafic aérien va doubler. Donc la mise en place d'un instrument qui permette aux compagnies de mieux coopérer entre elles et de pouvoir ouvrir de nouvelles lignes va augmenter la connectivité à l'intérieur de l'Afrique. Le MUTA, qui constitue un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, regroupe pour l'instant 26 pays. Lancé en janvier dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, le MUTA est placé sous la houlette du chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, désigné par ses pairs champion du marché unique du transport aérien en Afrique. So as far as the single market is concerned, if we want to build, for example, a road, en ce qui concerne le marché unique, si l'on veut construire une route, par exemple, de Dakar à Abidjan, il peut prendre 3 à 4 ans pour sa réalisation. Mais nous avons déjà des routes, nous avons déjà des avions. Ce dont nous avons besoin, c'est d'ouvrir les portes de nos marchés. En ce qui concerne le revenu ou le bénéfice de l'Afrique, c'est de vite nous activer pour accéder à l'intégration et ouvrir nos marchés rapidement. Nous avons maintenant 26 pays qui ont adhéré et sont prêts à ouvrir leur marché aux autres. Lorsque le marché sera opérationnel et que les aéroports collaboreront ensemble, vous verrez que les coûts vont chuter, les fréquences vont s'élever et va créer de l'emploi. Voyager en avion n'est plus un luxe. Nous utilisons les voies aériennes au jour le jour. Si tu habites Abidjan, tu peux venir à Lomé et faire tes activités et affaires le même jour. Donner une opportunité à l'Afrique d'être accessible. Quand tu fais un voyage de Addis Abeba à Lomé, il faut que tu sois en mesure de trouver un vol le lendemain pour retourner.
Ça va aider énormément le climat des affaires, la population et tout le monde. Pour les pays membres, les retombées de l'opérationnalisation du MUTA permettront à ce que leur PIB annuel passe à 1,3 milliard de dollars, avec à la clé une création de 300 000 emplois pour les jeunes et une économie tarifaire à l'échelle de 500 millions de dollars. Les compagnies aériennes pourront aussi augmenter de 75% les correspondances directes ainsi que l'ouverture de nouvelles liaisons commerciales. Ainsi, une large gamme d'offres sera à la disposition des populations qui pourront choisir les compagnies les plus sûres, les plus sécurisées et les plus modernes avec une réduction du temps de trajet. Nous vous en parlions hier, c'est désormais opérationnel au Togo. Le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises d'une part et des petites et moyennes industries de l'autre. Ce dispositif a été lancé le 25 juillet dernier à Dakar au siège de la BCEAO. C'est un outil pour tous les pays de l'Union de l'UEMOA au Togo. C'est donc acté, cérémonie hier donc en présence des chefs d'entreprise PME, PMI et des banques. Le compte rendu, Elie Abouanyandao, Chassim Nabaga. La mise en place du dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries PME-PMI découle d'un constat. 80 à 95% du tissu économique des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est constitué essentiellement de PME-PMI. Cependant, en dépit de l'importance des PME-PMI dans la création de richesses et de l'emploi dans l'espace communautaire, ces entreprises éprouvent d'énormes difficultés à accéder au crédit bancaire pour financer leurs activités. C'est pour résoudre cet épineux problème que les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont décidé en juin 2012 de la création de ce dispositif qui est désormais opérationnel au Togo au grand bonheur des chefs d'entreprise. Nous sommes absolument heureux. C'est une épine qui nous sort de pied parce que pendant longtemps, nous nous battons justement pour le financement des PME-PMI. Les établissements financiers trouvent que les PME-PMI n'ont pas suffisamment de garanties pour bénéficier des financements et vice-versa, les PME-PMI disent qu'ils ont justement besoin de ces financements pour être forts. La mise en œuvre de ce mécanisme innovant encore appelé dispositif PME nécessite l'implication de plusieurs acteurs dont les structures d'appui et d'encadrement. Au Togo, elles sont 13 à être sélectionnées pour apporter leurs expertises aux PME-PMI en vue de leur permettre d'être éligibles au dispositif. Le rôle de ces structures d'appui et d'accompagnement va consister à amener progressivement, à accompagner les PME-PMI, à renforcer leurs capacités, à pouvoir être plus performantes, à présenter des projets bancables pour que quand ça va être soumis aux banques, pour que les banques puissent leur accorder facilement les crédits. Une fois les entreprises éligibles et leurs projets bien ficelés, elles peuvent s'adresser aux banques pour bénéficier des crédits. Les établissements financiers ont réaffirmé leur engagement à jouer pleinement leur partition pour la réussite du dispositif. Nous sommes plutôt animés par des sentiments de satisfaction. Il s'agit d'inciter les banques à faire un financement plus accru à cette catégorie d'opérateurs économiques. Et les réticences ou les blocages que les banques ont été maîtrisés. En ce que deux autres acteurs, la Banque centrale est intervenue pour mettre donc un refinancement à disposition et que l'État aussi intervient à travers la gestion d'un comité de soutien donc de structures d'appui qui vont intervenir auprès de ces PME-PMI pour les suivre dans l'utilisation de ce financement. À partir de ce moment, les banques sont rassurées pour pouvoir accompagner ce dispositif. Un autre acteur de taille du dispositif de soutien au financement des PME-PMI est la BCEAO. C'est elle qui a été mandatée par les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour initier ce mécanisme. Les banques accordent le crédit aux PME-PMI, mais elles accordent le crédit en sachant que les crédits qu'elles vont accorder aux PME-PMI, elles peuvent venir les refinancer à la Banque centrale à des conditions très attractives. Donc la Banque centrale intervient en aval. Mais en amont, nous intervenons, puisque nous sommes aussi membres du comité d'identification des entreprises éligibles. La BCEAO est très fortement engagée à soutenir ce projet, à mener ce projet au bout. À terme, ce dispositif va permettre aux PME-PMI de sortir de l'informel,
de dépasser le stade d'entreprise de subsistance pour se structurer, se professionnaliser et devenir plus performante afin de contribuer efficacement à l'économie nationale des États de l'espace communautaire. Voilà pourquoi le gouvernement s'est dit déterminé à œuvrer à la réussite de ce mécanisme au Togo par la mise en place de mesures incitatives. Le gouvernement togolais, en ce qui le concerne, prendra toutes les mesures requises à cet effet, notamment la poursuite de la facilitation de l'accès des PME-PMI à la commande publique, l'adoption d'un cadre légal visant à favoriser le développement de bourses de sous-traitance, la mise en place d'un point focal et d'un dispositif d'appui aux PME-PMI pour le règlement dans les délais de leurs factures résultant de la commande publique, le renforcement des capacités des structures d'appui et d'encadrement des PME-PMI, l'homologation des tarifs des prestations fournies par les structures publiques de suivi et d'encadrement des PME-PMI. J'invite tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cet instrument de promotion de financement des PME-PMI dans l'UEMOA à jouer pleinement leur partition afin que la vision de nos chefs d'État, qui est de faire de notre sous-région un espace économiquement fort et intégré, devienne une réalité. Les entreprises concernées sont les PME-PMI non financières, autonomes productrices de biens et services marchands immatriculées au registre du commerce. Elles doivent avoir un chiffre d'affaires hors taxe annuel n'excédant pas 1 milliard de francs CFA et se conformer à l'obligation légale de produire des états financiers selon les dispositions en vigueur et être suivies par une structure d'appui et d'encadrement. L'accès facile donc aux services financiers de base et préoccupation, on vient de le voir, de tous. Le centre d'intérêt encore ce vendredi, au comité de pilotage de la méthode Marketing Access to Financial Service Possible des Nations Unies. À cette rencontre donc des acteurs impliqués dans l'inclusion financière. La concertation devrait permettre de valider donc la feuille de route de la finance inclusive pour les 4 prochaines années. Les précisions de Serge Tastom avec Augustin Kossi. Le chemin vers le renforcement de l'inclusion financière au Togo se définit et se concrétise. La feuille de route 2018-2022 énonce les priorités nationales en matière d'amélioration de l'accès aux services financiers ainsi que les offres. Elle prend en compte les besoins réels en demande des populations sur une période de 5 ans et a été élaborée avec l'appui du Fonds d'équipement des Nations Unies. Nous appuyons le Togo pour l'élaboration de sa stratégie nationale d'inclusion financière. Cet appui-là, nous le faisons à travers un processus que nous appelons le MAP, Making Access Possible. Alors c'est un processus de diagnostic et de programmation qui est basé sur les données de la demande. La demande d'abord pour savoir quels sont les besoins des individus, quels sont les gaps qui existent, quelles sont les barrières, quels sont les leviers à leur accès ou à l'utilisation des différents produits sur 4 marchés donnés, le marché de l'assurance, le marché du crédit, le marché de l'épargne et le marché des paiements. La validation de cette feuille de route va donc aboutir à l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière. L'étude de la demande réalisée fait déjà ressortir un taux d'inclusion financière de 60% de la population adulte. Le défi est de faire inclure 40% mais aussi élargir les marchés. Le FNFI arrive à terme de son premier schéma directeur pour la période 2014-2018. Et donc, à ce titre, on a pris conscience qu'il y avait encore une grande partie de la population, donc notamment 40%, sont encore en exclusion de tout système financier. Cette étape va être décisive parce que cette feuille de route permettra de fixer les priorités qui sont celles du secteur de la microfinance, du secteur bancaire, puisqu'il contribue également à l'essor de l'inclusion financière, du secteur des assurances également, donc qui permettra de mettre en place des mécanismes de gestion de risque, de fixer les priorités pour permettre à ces 40% restants à pouvoir trouver le moyen et le canal approprié pour pouvoir les inclure dans le schéma et dans l'inclusion financière qui est prônée par les plus hautes autorités de l'État. Les réflexions vont donc être approfondies ici avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le système de la finance inclusive au Togo, ce qui va sans doute permettre aux documents une fois validés de renforcer les politiques de services financiers, les institutions et les infrastructures et assurer l'accès aux secteurs, surtout les plus défavorisés.
La situation sécuritaire au premier semestre de l'année au Togo, nous l'annoncions en titre. Que dit le rapport? Eh bien, un document a été présenté cet après-midi par le ministre de la Sécurité, de la Protection civile et celui des infrastructures et du transport. Nous reviendrons sur le sujet et toujours en préparation dans nos prochaines éditions. Il est 20h40. L'actualité à l'étranger en quelques brèves. Nouvelle journée mouvementée ce vendredi au Zimbabwe. Le candidat de l'opposition Nelson Chamisa rejette les résultats de la présidentielle qui donne la victoire à Emerson Mnangagwa à 50,8% contre 44% pour l'opposition. Résultat rejeté donc lors d'une conférence de presse qui a vu la police descendre sur place, un face-à-face tendu avec les journalistes et les partisans de Nelson Chamisa pendant plusieurs minutes, une quarantaine en tout. La conférence de presse est poursuivie après. Le leader de l'opposition dit vouloir recourir aux normes légales pour contester donc l'élection de Emerson Mnangagwa. En RDC, retour manqué pour Moïse Katumbi, l'autre opposant de Joseph Kabila. Il devra rentrer d'Afrique du Sud où il est en exil depuis. Son avion n'a pas reçu l'autorisation d'atterrissage. L'opposant, candidat déclaré à la présidentielle, a dit vouloir finalement rentrer par voie terrestre, mais le pouvoir le menace d'arrestation pour un mandat qui pèse contre lui. Et puis présidentiel encore au Mali, cette fois le second tour au Mali oppose le président sortant Ibeka à Soumaïla Cissé, nettement devancé au premier tour, 18% contre 48% pour Ibrahim Boubacar Keïta qui semble marcher vers sa réélection. Soumaïla Cissé qui met en cause la crédibilité des résultats appelle à l'unité de l'opposition pour le second tour de la présidentielle donc au Mali. Cela dit, retour chez nous au Togo à signaler dans le reste de l'actualité cette prière musulmane ce vendredi pour les 45 ans de votre télévision, notre télévision, la TVT. Et oui, elle a 45 ans depuis le 31 juillet dernier, anniversaire célébré demain, un prélude, donc la prière musulmane ce vendredi, le récit de Gérald Agoudou. Le personnel de la télévision togolaise s'est joint à la communauté musulmane afin d'élever sa prière à l'occasion du 45e anniversaire de la chaîne nationale. Des prières de reconnaissance à Allah, le très miséricordieux pour son constant accompagnement de la télévision togolaise TVT et de son personnel. Nous avons demandé à Dieu pour ce 45e anniversaire qu'Allah le Tout-Puissant, le Compatissant protège notre télévision mère qu'on appelle la chaîne mère de toutes les télévisions. C'est ce que nous avons fait, tout en souhaitant une bonne santé, et une longue vie, une longévité au personnel, aux hommes et aux femmes qui animent cette chaîne-là. C'est des souvenirs. Elle a changé au cours de ces 45 années, elle a changé de visage. La télévision togolaise s'est engagée depuis quelques années à répondre aux attentes des téléspectateurs dans les domaines de l'information, de l'éducation et du divertissement. Depuis le 16 août 2013, la télévision togolaise émet sur satellite avec donc de nouveaux défis à relever. La télévision est en pleine mutation au nom des nouvelles technologies dans un processus de numérisation et dans un processus de statut particulier. Le gouvernement fait de grands efforts à ce niveau et nous avons aussi confié ce dossier à Allah pour qu'il aide le gouvernement à trouver de meilleures possibilités pour que la télévision puisse être concurrentielle dans le concert de l'audiovisuel, puisque la concurrence aujourd'hui, elle est rude. Nous sommes sur satellite, les gens nous regardent hors du Togo et nous souhaitons que Dieu aide le gouvernement à parachever le processus de numérisation, le processus de changement de statut qu'il a déjà entrepris, car comme on le dit si bien, il faut aller du bien au mieux et du mieux au meilleur, et nous prions que Dieu aide le gouvernement à nous amener au meilleur. Les activités inscrites au programme de la célébration de ce 45e anniversaire de la télévision togolaise prennent fin ce dimanche par un culte et une messe d'action de grâce.
Et nous vous l'annoncions aussi au sommaire, le grand écran pour Dimitri à Sévagan. Le film a été projeté samedi dernier à Lomé, un film de Alexandre Mondé qui met en scène le destin dramatique d'un jeune garçon. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et ceci referme la présence. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Séva et partout dans le Vaud. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, agréable week-end.